les invités. Et moi, je fais quoi? Puisqu'à présent, c'est mon travail, tu seras mon assistant. Ils auraient déjà dû terminer. Allons, Margaret, ne t'en fais pas. Je suis sûr que tout va bien se passer. Demande où tu peux te rendre utile. Et surveille tous les gens qui traînent dans le coin. Je voudrais éviter qu'il y ait des vols. Oh, la voilà. Allez, Thomas, on se dépêche. Bonjour. Zelda, je te jure. Je suis là, Madame Commersworth. Bonjour. Bonjour. Oh, vous pouvez être rassurée, tout est fin prêt. Nous vous remercions. Oh, par ici, je vous prie, avant que le marié ne vous voie. Merci. Thomas Brackenreed, Samuel Burkett. vous êtes de l'entourage de la mariée, j'imagine? Oui, évidemment. Évidemment. Le marié n'est qu'un bavard prétentieux. Toujours à taper sa canne sur le sol tel un sergent. Il dit qu'il a été blessé à la guerre. Mais je parie qu'il n'a jamais combattu. J'ai fait l'Afghanistan. Ah oui? Pour 4 $ seulement, participez à une classe d'écriture animée par un auteur renommé et recevez un exemplaire dédicacé de son roman. Apportez si possible un de vos textes. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ça dépend de l'auteur dont il est question. C'est moi, justement. Vous croyez qu'avoir écrit un livre vous qualifie pour donner des cours? Bien sûr. J'ai signé 20 exemplaires de La malédiction des pharaons. Ça devrait suffire. Amplement, je pense. Monsieur, Est-ce qu'ils ne sont pas censés déjà marcher à cet âge? je ne saurais vous dire. Il a peut-être du retard. Enfin non, à votre place, je ne m'inquiéterai pas, monsieur. D'après ma mère, je n'ai pas marché avant presque 3 ans. Promettez-vous d'aimer cet homme, de le réconforter, le respecter pour le meilleur et pour le pire, en renonçant à tous les autres pour lui être fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Je le promets. Elizabeth Commersworth et Oliver Pym, ayant assisté à l'échange solennel de vos promesses, devant le Seigneur et en présence de vos amis ici réunis, je vous proclame mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. À présent, mesdames et messieurs... Non! Monsieur, veuillez vous écarter! Quelle horreur! Tu peux déjà commencer à préparer ses funérailles. Je suis là, Lise. Son teint est blême, il a les yeux vitreux et les pupilles dilatées. Et il présente des contusions sur la paume. Et ses cheveux sont légèrement roussis. Je vous l'ai déjà dit, j'ai tout vu. Ce pauvre bougre est mort électrocuté. Reste à établir si c'était accidentel ou prémédité. William, où est Roland? Oh, Roland, il est entre de bonnes mains. Tu n'as rien à craindre. Où est-ce que vous allez? je vais voir mes élèves. Mais vous n'avez quand même pas l'intention de me laisser seul avec... Veillez à ce qu'ils n'abusent pas de votre crédulité. Merci pour votre coopération. Vous pouvez rentrer chez vous, mesdames et messieurs. Toutes mes condoléances. Que faites-vous encore ici? J'essaie seulement de découvrir ce qui a causé la mort de votre mari. Cela n'a pas vraiment d'importance. Mais n'avez-vous donc pas envie de savoir ce qui s'est passé? J'en sais déjà suffisamment. Est-ce que vous avez terminé? Nous devons ranger toutes les chaises et débarrasser les buffets dès que possible. Madame Commersworth? Madame Pym, Oliver est mort après notre échange de promesses. Madame Pym, puis-je m'entretenir avec vous? Que voulez-vous savoir? Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir la mort de votre mari? Non, inspecteur. Personne. Est-ce que tout va bien? Oui. Et vous êtes? Judith Baxter, une amie. C'est moi qu'elle avait choisie pour être sa dame d'honneur. On a eu la gentillesse de nous préparer du thé. Est-ce que ce sera tout, messieurs? Nous aimerions vous poser d'autres questions. Cela ne peut-il pas attendre? Cette pauvre femme vient de perdre son époux. Bien sûr. Dans ce cas, veuillez nous excuser. Nous allons devoir envoyer tous les cadeaux dans les plus brefs délais. Et il faut organiser les funérailles d'Oliver. Oui. Elle vit bien son deuil. Le décès brutal de son mari ne semble pas vraiment l'attrister. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, les mariés se sont embrassés On fait semblant, inspecteur. avant de se tourner et de se diriger vers les marches. Non, pas du tout. Le marié s'est adressé à l'assistance. Bien.
Les ampoules qui éclairent l'hôtel sont alimentées par ces 2 fils électriques qui descendent ensuite le long du poteau. Autre détail, il y a une flaque d'eau juste à côté. Ça vient de cette jardinière qui m'a tout l'air d'avoir été trop arrosée. Pas celle-ci. Donc au moment de parler, le marié avait les pieds dans une flaque d'eau. Mais pas sa femme. Et monsieur, regardez là-haut. Les fils sont dénudés à cet endroit, ce qui a eu pour effet de créer un contact avec le montant et d'électrifier celui-ci. Donc, quand il a levé sa canne, le marié a touché le montant et le courant a alors traversé son corps. Si la veuve est mêlée à cette histoire, c'est que quelqu'un lui a certainement donné un coup de main. Et pourquoi? Selon vous, une femme serait incapable de réaliser cela? Est-ce qu'on pourrait commencer? Oui, oui. Voilà. C'est bon, on le connaît, votre nom. Et je vous rappelle qu'on a payé pour 2 heures complètes de cours. Regardez ça, il est 7h05 déjà. Donc, vous devrez finir à 9h05. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pourriez peut-être... Chacun de vous pourrait d'abord se présenter brièvement et me dire ce qu'il espère accomplir grâce à cette classe. Je suppose que vous êtes... Eunice? Quelle perspicacité. Merci. Je suis ici parce que j'aimerais écrire mes mémoires. J'ai vécu une vie des plus passionnantes, pleine d'amour et de mystère. Excellent. Excellent, Eunice. C'est très intéressant. Vous, monsieur Howard, c'est ça? Oui. J'aimerais écrire des histoires de cow-boys pour ensuite me les faire acheter par des hebdomadaires et à terme en faire mon métier. Bonne idée. Il faut raconter vos expériences. J'imagine que vous avez vécu dans un ranch. Non. Est-ce que vous avez vécu à l'époque des pharaons? Non. Devons-nous ne raconter que nos expériences? Écoutez, je vous prodigue ce conseil car je le tiens moi-même de Mark Twain, que je connais personnellement. Vraiment? Vous avez de la chance. Demandez-lui donc d'animer cette classe. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour mon retard, mesdames et messieurs. Je suis sincèrement navrée. C'est la toute première fois que je viens à Toronto et c'est pour moi une aventure formidable. Toutes ces boutiques de mode, ma parole. Au départ, je devais sortir faire une course. Seulement, 2 heures plus tard, vous constaterez que j'ai cédé à la tentation. Oh, inutile de vous excuser, mademoiselle. D'où êtes-vous exactement? Je viens de Cavendish. C'est la plus belle ville de toute l'île du Prince-Édouard. Ce n'est pas tout près, dites. J'en déduis que vous n'êtes pas venu à Toronto seulement pour cette classe. Et non, vous avez raison, mais j'ai saisi l'occasion pour améliorer mes compétences. J'ai déjà eu quelques succès avec des poèmes, des nouvelles, et maintenant je vais découvrir quels sont les secrets pour écrire un bon roman. Très bien. Est-ce que je peux avoir votre nom? Lucie Montgomery. Mais tous mes amis et mes proches m'appellent Maud. Qui a eu l'idée d'installer cet éclairage électrique tout autour de l'hôtel? C'est l'organisatrice. Elle voulait un vrai spectacle pour le mariage. Ça, elle l'a eu. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec ce genre de lampe? Une lampe est une lampe. De même qu'un fil est un fil. Il ne présente pas de danger à moins qu'on le dénude de façon délibérée. Si effectivement les fils étaient abîmés, c'est la faute des idiots qui ont monté et décoré l'hôtel. Nous avons fait extrêmement attention, comme d'habitude. C'est pour ça que nous sommes les meilleurs. L'électricien affirme que vous avez endommagé les fils électriques. Je regrette, mais il raconte n'importe quoi. Nous avions fini tout le montage avant qu'il les installe. Jamais je n'aurais trop arrosé la jardinière. Cette composition florale était d'une grande fragilité. Vous auriez pu commettre une erreur. Mettriez-vous en doute mon professionnalisme? Vous m'aviez l'air d'avoir bien observé Monsieur Pym et sa canne. J'ignorais que vous étiez inspecteur. Je ne vous l'ai pas dit. Saviez-vous que le métal conduit l'électricité? Non. Vous en êtes sûr? Je n'y connais rien en électricité. Et si j'avais voulu tuer Pym, je l'aurais fait de mes propres mains. Pourquoi? Parce que j'estime qu'Elisabeth méritait mieux. Il y a une autre possibilité à prendre en compte. Laquelle? Eh bien, c'est peut-être un simple accident. Je doute que ces types aient le potentiel d'électrocuter quelqu'un. Possible. Le courant est passé? Potentiel. Ah oui, c'est très fin. Alors, que pensez-vous de vos suspects? On n'a rien retenu contre eux. Lisez donc ceci. Je peux le prendre? Bien sûr. J'ai discuté avec une amie du mouvement pour le vote des femmes à qui j'ai raconté qu'Elisabeth venait tout juste de perdre son mari, et elle s'est exclamée « Oh non, pas encore !» C'était son 5e mari?
Elisabeth, nom de jeune fille Drabble, s'est mariée une première fois en 1884 avec Paul Durel, 22 ans. Il a été victime d'une chute mortelle du haut d'un pont. Numéro 2, Lucas Gibson, en 1887, mort dans un accident de chasse. 7 ans plus tard, c'est au tour de Thomas McEwen. Il a été retrouvé carbonisé suite à l'incendie d'une cabane de pêcheurs. Elle est devenue Elizabeth Commersworth en épousant Bernard Commersworth en 98. Il est décédé après avoir été écrasé par un piano que des déménageurs avaient lâché. Et aujourd'hui, le 5e mari, Oliver Pym, mort électrocuté. Elisabeth Pym est soit la femme la moins vénarde du monde, soit une meurtrière bougrement douée. Je penche pour la seconde hypothèse. J'aimerais assister à son interrogatoire avec ta permission. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez le surveiller? Merci, inspecteur. Promets-moi de ne pas leur ressembler quand tu seras grand. Un peu de whisky dans un dé à coudre? Il semblerait que ce ne soit pas le premier époux que vous perdiez. Non. J'ai déjà eu la douleur d'enterrer mes 4 autres maris avant Oliver. Vous comprenez que cela puisse éveiller quelques soupçons. Oui, à première vue. D'autant plus que le seul lien entre tous ces décès tragiques, c'est vous. Je n'étais en compagnie d'aucun de mes époux lorsqu'ils ont trouvé la mort, à part bien sûr Oliver, qui a été électrocuté à côté de moi, comme vous le savez sans doute. Et d'ailleurs, s'il m'avait tenu la main juste à ce moment-là, je serais certainement morte, moi aussi. Il n'en ressort pas moins, Madame Pym, que ces morts successives sont liées. Et je pense que vous êtes impliquée dans chacune d'elles. C'est indéniable. Tous ces hommes ont fait l'erreur de vouloir se marier avec moi. Et de vous léguer ainsi leur fortune. Si vous tenez tant à apporter la preuve que j'ai contribué de quelque façon que ce soit au décès de mes maris, eh bien faites donc. En attendant, j'ai des affaires à régler de toute urgence. Madame Pym, il nous faudra effectuer un relevé de vos empreintes avant de vous laisser partir. Y voyez-vous une objection? Non, aucune. Hé, on peut savoir ce que vous faites? Comment osez-vous traiter ainsi une dame de son rang? Tout va bien, j'ai donné mon accord. Veuillez m'attendre dans la voiture. C'est parfait, Madame Pym. Merci de votre coopération. Cette femme est absolument fascinante. Elle ne fait aucun effort pour dissimuler son absence totale d'affliction alors qu'elle a tout de même perdu 5 maris. Vous savez à qui elle me fait penser? À cette espèce d'insecte dont la femelle mange le mâle au moment même où ils sont en train de s'accoupler. Ah oui, je vois. Les mantes religieuses sont connues pour dévorer leurs partenaires durant l'acte sexuel, à l'instar des veuves noires, les araignées. Oh, je crois que j'ai un surnom pour elle. Que diriez-vous de la menthe pernicieuse? Mais qu'on écrirait l'apostrophe amante, parce que c'est une amante qui s'en prend Oui, à ses- merci, Georges. Je pense qu'il faut chercher du côté des maris. Je vais me renseigner sur l'incendie de cette cabane de pêcheurs. Je suis intrigué par cette histoire de piano qu'on a lâché. Commencez dès demain. Et peut-être que l'inspecteur Brackenreed pourra trouver un témoin de la partie de chasse au cours de laquelle M. Gibson a été tué. Julia, pourrais-tu lire les rapports des autopsies qui ont été pratiquées par le légiste de l'époque? Il a peut-être négligé certains détails. Bien sûr. Autre chose, Georges? Comment dire? J'aurais aimé que vous me donniez votre avis au sujet d'un problème sur lequel je bute. Je vous écoute. Vous le savez peut-être, j'anime désormais une classe d'écriture. Oh, bonne idée. Bref, les textes que m'ont remis mes élèves à la fin du premier cours sont, pour parler poliment, inégaux. Et je ne sais pas comment faire des remarques sur leur travail sans risquer de les vexer plus que de raison. Eh bien, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, ce serait de chercher à opposer de manière équilibrée les qualités et les défauts que vous aurez trouvés. Mais si certains élèves ne possèdent aucune qualité... Suggérez-leur de changer de passe-temps. Pardon? Pourquoi déployer autant d'efforts, aussi louables soient-ils, dans une occupation pour laquelle on n'a aucun talent? C'est en 1855 que j'ai perdu mon mari. Je n'ai pas eu trop de chagrin. Je ne l'aimais pas vraiment, j'étais jolie, et j'avais toujours aimé les garçons séduisants. Il n'était pas séduisant, mais ma mère m'avait dit que c'était un bon parti. Alors je l'ai épousé, mais je n'ai jamais vraiment eu d'amour pour lui. L'honnêteté de ce récit est remarquable. Admirable et poétique même. À mon avis, vos phrases sont un peu répétitives. Mais peut-être est-ce votre ton. D'autre part,
Je crois que le contenu gagnerait à être décrit de façon plus piquante. Vous n'aimez pas? Je n'ai pas dit ça, non. Mais c'est l'histoire de ma vie. Soit. Peut-être faut-il en déduire alors que les histoires personnelles ne sont pas forcément toutes dignes d'être racontées. Très bien. Attendez, je me suis mal exprimé. Je m'en vais. Oh, je vous en prie, non. Je suis outrée. Qui veut lire son extrait maintenant? Et où est Monsieur Raymond? Il ne viendra plus. Bon, je crois que je vais me lancer alors. Le soleil venait juste de se coucher sur les plaines de l'Ouest sauvage. L'homme au chapeau de cow-boy noir et aux éperons d'argent acéré descendit de son cheval de bataille. Il n'avait qu'une seule intention, faire le mal. Il lâcha un crachat sur le sol poussiéreux, il pénétra dans le saloon et il commanda un whisky. Il dégaina son 6 coups. « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez courageux ici pour m'affronter » demanda-t-il aux autres cow-boys. Pitié, monsieur Howard, arrêtez-vous là, je vous en supplie. Je ne comprends pas pourquoi vous perdez votre temps. Aucun éditeur ne voudra publier cela. Espèce de crétin, comment osez-vous? Je regrette, mais cette histoire n'est rien d'autre qu'une succession de clichés. Elle est totalement dénuée d'originalité. Et je ne veux pas vous encourager à gâcher votre temps dans une occupation pour laquelle vous n'avez aucun talent. Je pense que j'écris au moins aussi bien que vous. Je n'ai même pas pu finir le premier chapitre de ce ramassis de bêtises que vous appelez un roman. Vous n'avez rien à nous apprendre. Vous êtes un escroc. Il ne reste que nous deux, on dirait. Et puis-je savoir ce que vous pensez de mon texte, monsieur Crabtree? Appelez-moi George. George. Je trouve que vous êtes considérablement plus doué que les autres. Néanmoins, j'aimerais vous parler de certains points. Je ne suis pas là pour être ménagée, mais pour avoir un avis impartial. Et c'est cela que j'attends de vous. En êtes-vous sûr? Oui, certaine. Très bien. Et puisqu'il n'y a plus que nous, si nous cherchions un lieu plus confortable pour continuer notre discussion? Excellente idée. Alors, George, qu'en avez-vous vraiment pensé? Pour moi, cela ne fait aucun doute, Maud. Vous avez un véritable don. Merci, c'est gentil. J'ai lu les premiers chapitres du roman que vous êtes en train d'écrire sur cette maison aux pignons verts. Oui. Je trouve que vous avez un style brillant. Excellent même. Mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que votre héroïne, Anne, c'est bien ça, ait une famille plus intéressante. Vous ne trouvez pas que tous ces gens sont plutôt ennuyeux? Oui, vous avez peut-être raison. Je vais réfléchir à la question. Autre chose, vous en faites un peu trop sur les paysages. Comprenez-moi, j'adore la nature, c'est merveilleux. Seulement, toutes ces descriptions de la forêt ou encore du ruisseau, ça risque de vite lasser vos lecteurs. Et aussi, on attend un temps fou avant que l'action ne commence. Puis, une fois qu'on y est, je trouve que les mésaventures de l'héroïne sont... comment je pourrais dire triviales, inintéressantes. Quant au côté rousse, avec des taches de rousseur, c'est un peu exagéré tout de même. Anne s'attarde encore et encore sur chaque petit détail. Si vous voulez mon avis, vous devriez faire de Anne un garçon, je crois. Comme ça, elle vivrait de vraies aventures. Dites-moi plutôt ce qui vous a intéressé. Comme je vous le disais, je trouve que vous avez des aptitudes littéraires exceptionnelles. Puisque ma maîtrise de la langue est exceptionnelle, je m'efforcerai d'être brève. Au revoir, monsieur Crabtree. Je me suis renseigné auprès du club de chasse que fréquentait Lucas Gibson. Il aurait été victime d'une balle perdue. A-t-on pu déterminer lequel de ses compagnons avait tiré le coup mortel? Non. Mais lorsque le drame s'est produit, le guide qui les avait emmenés chasser était le seul loin du groupe. Peu de temps après, il a disparu. Oui, George? J'ai téléphoné à l'entreprise de déménagement. Le jour où Commersworth est mort écrasé par ce piano, l'un des déménageurs était nouveau et après l'incident, lui aussi s'est éclipsé. Comment le piano est tombé? Il était mal attaché, semble-t-il. Il a fait une chute de 5 étages. C'était pas beau à voir, j'imagine. Oh, il y a eu des éclaboussures de sang jusque sur le trottoir d'en face. Messieurs, s'il vous plaît. Ah. Et vous, Murdoch, qu'avez-vous découvert? Un autre homme mystérieux. Quand le feu a pris dans la cabane de pêcheurs, un inconnu a prévenu le bureau du shérif et on n'a plus entendu parler de lui ensuite. Donc un mystérieux individu était présent
lorsque chacun de ces prétendus accidents a eu lieu. De plus, ces 3 personnes se sont évaporées juste après. Et dans le cas du premier mari, est-il aussi question d'un inconnu? Le docteur Ogden n'a pas trouvé beaucoup d'informations dans le rapport d'autopsie. Seulement que monsieur Paul Durel est mort d'un violent choc à la tête consécutif à une chute depuis un pont. Des témoins ont vu la scène? Malheureusement, non. Mais tout semble indiquer que ces inconnus ayant disparu ne sont qu'un seul et même homme. Et notre tueur? Cette photographie représente le groupe de 6 chasseurs, avec le guide qui s'est volatilisé. Il a certainement changé, ça remonte à plus de 15 ans. Nous avons déjà vu cet homme, messieurs. C'est le fleuriste au mariage. Et le complice de notre veuve éplorée. Comment expliquez-vous que tous vos maris, sans exception, soient décédés après vous avoir épousé? Ça en fait combien? 5 déjà? Je manque de chance, j'imagine. Vous manquez de chance? Ce sont pourtant eux qui meurent. Et vous qui vous enrichissez. Inspecteur, est-il nécessaire que vous lui parliez sur ce ton-là? D'ailleurs, si vous avez aussi peu de chance, pourquoi vous persistez à vous marier? C'est mon droit pour commencer. Quant aux raisons, celles-ci m'appartiennent. Que pouvez-vous nous dire à propos de Fergus Dexter? J'ignore qui c'est. Le fleuriste de votre mariage. Je parle bien sûr du dernier en date. Elle vous a déjà répondu qu'elle ne le connaissait pas. Je n'ai rencontré ni engagé aucun des artisans qui sont intervenus. Interrogez donc cette cruche d'organisatrice. Peut-être que Dexter vous a rendu un autre service. À présent, je vous prie de m'excuser. J'ai un enterrement à préparer, messieurs. Nous n'avons pas terminé, Madame Pym. Moi, si. Alors, arrêtez-moi ou laissez-moi partir. Eh bien, si elle ne veut rien nous dire, on peut essayer avec ce fleuriste. S'il est encore en ville. Allons déjà voir la cruche d'organisatrice. Mademoiselle Montgomery? Monsieur Crabtree, puis-je vous parler un instant? J'espérais que nous nous reverrions. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Moi aussi, je regrette. Non, c'est moi. Je n'aurais jamais dû être aussi sévère dans ma Et critique. je n'aurais pas dû vous la demander si je n'étais pas préparée à l'entendre. Après m'être calmée, je me suis rendu compte que vos commentaires me seraient bien utiles pour écrire mon roman. Et je me demandais si nous pourrions en discuter à nouveau. Oui, bien sûr. Henry, vous pouvez me couvrir et dire à l'inspecteur Murdoch que je suis en pause déjeuner? Ça me rapportera quoi? Eh bien, c'est l'occasion parfaite pour faire vos preuves si jamais il a besoin de vos services. D'autant qu'après avoir insulté son fils, vous devriez vous racheter auprès de lui. Pourquoi est-ce que tu m'ennuies avec toutes ces questions, Thomas? Où as-tu trouvé ce Fergus Dexter? Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui est venu me voir, dans le manoir où a eu lieu le mariage. Si tu veux, j'ai son adresse là-dedans. Enfin, je crois, voyons voir. Non, non, non. Ah, j'ai tellement de papier. Ah, la voilà. Ah, bravo, bon travail, Margaret. Vous venez? Merci. Oh, et pendant que tu y es, dis-lui de m'envoyer sa facture, Thomas. On dirait que Margaret va faire quelques économies. Regardez, la balle semble être entrée par l'arrière de sa tête et non par le côté, comme on pourrait s'y attendre. Une tentative maladroite pour maquiller un meurtre en suicide. C'est curieux qu'on l'ait abattu alors que nous venons juste d'informer Madame Pym de nos soupçons concernant son fleuriste. Maintenant, ça va être compliqué de l'interroger sur ses éventuels liens avec elle. Nous avons au moins un indice. C'est bon? C'est bon. Je te remercie. Papa doit élucider le crime. Bien. Autour de la fiche d'Elizabeth Pym maintenant, en veillant surtout à ce qu'elle soit au même endroit. Baissez-la un peu sur la gauche. Parfait. Et voilà. Monsieur, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'appareillage? C'est un système de fixation pour cet objectif macrophotographique qui agrandit le contenu de l'image. Ainsi, j'aurai une photo en haute résolution de ce qui m'intéresse, en l'occurrence l'empreinte de l'index droit. En haute résolution, ça veut dire qu'on voit les choses avec plus de détails. C'est exact. Vous pouvez disposer.
Monsieur, je ne voulais pas dire du mal de votre fils l'autre jour. Vous êtes tout excusé. Je dois vous avouer que ce serait une grande fierté pour moi s'il devenait un jeune homme aussi dévoué que vous, Henri. Ah, merci, monsieur. Je ne peux que vous le répéter, votre roman a d'indéniables qualités. Il suffirait seulement d'enlever tout ce qui est insipide et d'étoffer les passages les plus exaltants. Voilà un conseil tout à fait sensé. Et est-ce que vous avez réfléchi à mon idée d'en faire l'histoire d'un garçon? Oui, et je ne la trouve pas du tout pertinente. Je regrette. Les femmes composent la moitié de l'humanité et je pense qu'il existe un public assez large pour un roman avec une fille comme protagoniste. Vous n'avez pas tort. Et puis, vous devez captiver le lecteur dès le départ en l'impressionnant. C'est grâce à cette technique que mon roman a rencontré le succès. Soit, mais comment dois-je procéder? Eh bien, les scènes qui se déroulent dans la forêt hantée arrivent trop tard. Vous devriez essayer de les mettre dès le début de l'histoire. De plus, il faudrait des fantômes, qu'on puisse voir, c'est important. Et un cadavre aussi. Maud, c'est très utile un mort. Les gens seraient incapables de reposer leur livre s'il y avait tout cela dès le début. J'ai des doutes en ce qui concerne le cadavre. Ce n'est pas vraiment une histoire policière que j'écris. Bon, pas de cadavre, mais il faut des fantômes. Et ils ne doivent pas être passifs. Vous avez peut-être raison. J'en suis sûr, croyez-moi. Que pensez-vous de ça? Une dame blanche qui longe le ruisseau la nuit en se tordant les mains, en hurlant et qui apparaît chaque fois qu'il va y avoir un décès dans la famille. C'est parfait, ça. Oui, Maud, c'est parfait. Et pourquoi pas le fantôme d'un enfant assassiné? Un gamin qui hante la forêt, qui s'approche de vous sans faire un bruit et pose ses doigts glacés sur votre épaule. Et un homme sans tête, qui parcourt inlassablement le sentier. Et des squelettes tapis dans les branches qui vous fixent d'un air menaçant. Un homme sans tête. Est-ce que vous en avez déjà vu un? Non. Et vous? Bien sûr. C'est assez troublant. Il serait peut-être judicieux que votre nom de plume comprenne également votre deuxième prénom. Comme tous ces grands auteurs, Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells... Louisa May Alcott? C'est ça. C'est une merveilleuse idée, Georges. Effectivement, ça sonnerait bien. Lucy Maud Montgomery. C'est l'une des grandes tragédies de ma vie, d'ailleurs. Je n'ai qu'un seul prénom. J'ai été abandonné à la naissance et on m'a donné un prénom parce qu'il m'en fallait un. Vous êtes orphelin? On m'a trouvé sur les marches d'une église, dans un vieux sac de voyage tout élimé, qui contenait aussi la totalité de mes biens terrestres. Autant dire qu'il ne pesait pratiquement rien. À ce jour, avez-vous découvert des informations sur l'identité de vos parents? Oui, j'ai fini par rencontrer ma mère. Je me souviens qu'enfant, j'imaginais que j'étais en fait le fils d'un grand aristocrate. Et que j'avais été enlevé de chez moi par une méchante nourrice qui avait brutalement trouvé la mort avant qu'elle ne puisse raconter toute la vérité. J'ai rarement entendu d'histoire aussi romantique. Vous avez dû avoir une enfance triste et solitaire. Non, et j'estime que jusqu'à présent, je m'en suis très bien sorti. On reconnaît un homme aux épreuves qu'il a vécues. Georges. Oui. Rapprochez-vous de moi. Les empreintes que vous voyez là se recouvrent en partie. Je les ai relevées telles quelles sur le revolver que tenait Monsieur Dexter. Vous constaterez qu'il est impossible de les distinguer. En revanche, si je superpose maintenant les images de ces deux autres empreintes, de cette façon, qu'est-ce que vous voyez? C'est la même image. Tout juste, oui. Et quand on les oriente dans le bon sens, ces deux empreintes mises l'une sur l'autre ont les mêmes caractéristiques que celles prises sur le revolver. Et à qui elles appartiennent? À Fergus Dexter et Elizabeth Pym. Sa chance a fini par tourner, on dirait. Nous avons découvert un indice prouvant que vous avez tué Fergus Dexter. Tout ceci est ridicule. Je ne connais même pas cette personne. Et moi, je pense que si. Reconnaissez-vous ce revolver? Il ressemble à celui que j'ai dans ma voiture.
Je présume qu'il s'agit d'un modèle courant. Certes, mais celui-ci a été découvert sur les lieux du crime. Et dessus, nous avons relevé vos empreintes digitales. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rencontré ce Fergus Dexter. Et si en effet c'est mon revolver, je ne saurais vous expliquer comment il a pu être utilisé pour commettre un meurtre. En avons-nous fini maintenant? Oh non, loin de là, Madame Pym. Vous saviez que nous soupçonnions Monsieur Dexter. Vous l'avez donc tué avant qu'il ne puisse vous dénoncer et vous avez voulu faire passer cela pour un suicide. Désolée, mais je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne peux pas vous arrêter pour les meurtres de vos maris, mais j'ai la preuve que vous avez tué Fergus Dexter, et c'est plus que suffisant. Je n'y comprends rien. Il vous a débarrassé d'eux, en échange de quoi vous l'avez grassement payé. Non, ni lui, ni qui que ce soit. Nous pouvons démontrer qu'il se trouvait à chaque fois sur place quand vos époux sont décédés. Lucas Gibson, Thomas McEwen et Bernard Comersworth. Mais pourquoi? Si je comprends bien, vous avez la conviction que quelqu'un est responsable de la mort de mes maris? Oui. Et cette personne, c'est vous. Comment quelqu'un que je ne connais pas a-t-il pu les tuer tous les quatre? Excusez-moi. Tout ceci n'est pas très cohérent. Elle a fait très clairement allusion à 4 maris victimes de meurtre et non 5. Je me demande pourquoi. Lequel n'a-t-elle pas pris en compte? Le premier, peut-être, celui qui est tombé du pont? Le seul qui n'a apparemment jamais croisé Dexter. Est-ce que c'est elle qui l'a poussé dans le vide? Pourrais-je lui parler, William? Elisabeth? Parlez-moi de votre premier mari, Paul Durel. Est-ce que vous êtes responsable de sa mort? En effet. Il s'est tué en tombant du haut d'un pont. L'avez-vous poussé? Non. Étiez-vous avec lui quand il est mort? Non. Alors en quoi êtes-vous responsable? Je lui ai annoncé que je ne l'aimais plus, que j'allais demander l'annulation du mariage. Je l'ai poussé à le faire. Dans le mot qu'il m'a laissé, Paul m'a expliqué la raison exacte pour laquelle il avait choisi cette issue. Tout est ma faute. Je suis son assassin. Vous insinuez que Paul Durel s'est suicidé? Je savais que c'était quelqu'un d'instable. Il a menacé de se suicider. Pourtant, je l'ai ignoré et je l'ai quitté. Mais le rapport du légiste ne mentionne aucun mot d'adieu. J'estimais que cela devait rester entre nous. Et je n'avais pas envie de salir sa mémoire davantage. Je n'ai pas tué mes 4 autres maris. Je vous le jure. Elisabeth, puis-je savoir ce que vous avez fait de ce mot d'adieu? Je l'ai gardé. Je l'emporte toujours avec moi, où que j'aille. Avouez que vous avez créé cette classe d'écriture surtout pour rencontrer des jeunes femmes. Vous dites n'importe quoi, Henri. Cependant, Maud est vraiment sensationnelle. Je pense qu'elle a non seulement les qualités pour devenir romancière, mais qu'elle est aussi mon égale sur le plan intellectuel. C'est censé être un compliment? Je dois dîner avec elle ce soir. Je crois que ça pourrait être la bonne. Une seconde. La bonne? Oui. La bonne quoi? Vous me désespérez. Et vous êtes sûr pour son premier mari? Elle m'a donné le mot d'adieu qu'il lui a écrit. Elisabeth Pym a ressenti un immense chagrin quand elle a appris la mort de Monsieur Durel. Ensuite, les pertes de tous ses époux suivants furent autant de traumatismes supplémentaires. Et tu ne crois pas qu'elle t'a menti? Non, je ne crois pas. Et tous ces traumatismes sont sûrement la cause de son apparente indifférence. Je suppose que c'est possible. Au moins, cela donne un peu de crédibilité à ses déclarations selon lesquelles elle n'est pour rien dans les autres meurtres. Si elle n'a pas engagé Fergus Dexter, qu'avait-il à gagner en tuant tous ses maris? Et par qui a-t-il été abattu? Elisabeth dit que l'arme du crime était dans son automobile. Il serait peut-être temps d'interroger le chauffeur. J'ai remarqué la façon dont vous la regardiez. J'avoue, j'ai un faible pour elle. Depuis notre première rencontre. Mais je n'ai rien à voir avec ces meurtres. Où étiez-vous entre 1 et 3 heures hier après-midi? Chez le notaire avec Elisabeth pour la lecture du testament. Je n'ai pas quitté la salle d'attente. Et à part elle qui aurait pu avoir accès à son arme dans la voiture? Alors?
Permettez-moi de vous présenter le docteur Julia Ogden. Je fais souvent appel à ses services lors de mes enquêtes. Je me dois également de vous signaler que c'est ma femme. Vous travaillez ensemble, comme c'est charmant. Et quel genre de médecin êtes-vous? Je suis psychiatre. Ah, un de ces charlatans. Avez-vous déjà eu l'occasion de consulter un psychiatre? J'ai cru comprendre que vous étiez veuve, vous aussi. Oui, mais je ne vois pas le rapport avec cette affaire. Le nom de votre mari était Edgar Durrell. C'est bien cela. Oui, pourquoi? Le premier mari d'Elizabeth Pym s'appelait Paul Durrell. Elisabeth et moi avons seulement fait connaissance après que son premier époux a eu cet accident. Après son suicide, vous voulez dire? Et n'est-il pas vrai que cet homme se trouvait également être votre fils? Pour nous, cela ne fait aucun doute. Mais je suis curieuse, Elisabeth, c'est elle qui vous êtes? Cette espèce de sorcière l'a tué. J'imagine quelle fut votre peine. Comment avez-vous su qu'il s'était suicidé? Paul m'a envoyé une lettre. Elle venait de lui dire qu'elle allait le quitter. Le pauvre était dans tous ses états. J'ai aussitôt pris un billet de train pour Toronto. Malheureusement, quand j'ai fini par arriver, mon fils était déjà décédé. C'est la faute d'Elisabeth s'il s'est tué. Et d'où venait Fergus Dexter? C'était une connaissance, un flirt, un amant. Mais aussi un meurtrier à vos ordres. Ce qu'il m'aurait probablement révélé si j'avais pu m'entretenir avec lui. J'ai perdu mon fils à cause d'elle. Tout ce qui lui est arrivé par la suite était amplement mérité. Vous avez donc abattu Monsieur Dexter pour écarter les soupçons, en espérant faire imputer son meurtre à Elizabeth Pym. Oui. Et alors? Mais pendant toutes ces années, si vous désiriez vous venger d'elle, pourquoi ne vous êtes-vous pas contenté de l'éliminer? Pourquoi avez-vous fait assassiner tous ces hommes innocents? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai perdu mon fils unique à cause d'elle. Il était par conséquent important, selon moi, que sa douleur soit aussi tenace que la mienne. Je voulais lui faire éprouver un si grand chagrin, une telle culpabilité, qu'un jour viendrait où elle ne pourrait plus en supporter davantage et qu'elle prendrait alors la décision de se suicider. Je ne vis que pour ce jour. Mais vous ne le verrez jamais, je regrette. J'arrive. Je vous ai attendu. Veuillez m'excuser. Je peux entrer? Georges, je dois vous dire quelque chose. J'apprécie grandement votre forte personnalité. Et je trouve aussi que vous êtes extrêmement attirant à tout point de vue. C'est déjà un bon point. C'est pour cela que j'ai manqué notre dîner. Écoutez, à l'heure actuelle, il n'y a pas de place dans ma vie pour une relation suivie. Je dois retourner sur l'île du Prince-Édouard pour m'occuper de ma grand-mère. Je sais déjà que mes journées seront bien remplies et cela me laissera tout juste le temps de finir mon roman. Nous avons à peine fait connaissance. Justement, c'est pour cela qu'il faut tout arrêter maintenant. Vivre une histoire avec vous, c'est très tentant, je dois l'avouer. Mais c'est un chemin sur lequel je ne me vois pas m'engager dans cette période de ma vie. Je dois avant tout me dévouer à l'écriture. Ne vous désespérez pas, Georges. Un homme de votre trempe ne restera pas longtemps célibataire. J'ai repris intégralement les premiers chapitres et j'aimerais savoir ce que vous en dites. Mais si cela vous dérange, je comprendrai parfaitement. Je vais lire ça avec plaisir. Lucie Maud Montgomery. Merci. J'ai noté mon adresse sur la première page. Et Georges, Oui? je ne pars pas avant demain matin. On va sûrement m'appeler à la barre pour témoigner en sa faveur. Défense classique.
Cette femme a l'esprit dérangé, tu ne peux pas le nier. Qu'elle soit malade ou pas, ce sera au juge d'en décider. Et à lui seul. Oh, Julia, à quel âge un enfant est-il censé savoir marcher? Je n'en ai aucune idée. Nous devrions nous renseigner. Écoutez cet extrait. Il contient la totalité de mes biens terrestres, mais il ne pèse presque rien. C'est un vieux sac de voyage tout élimé. On ne vous a pas trouvé dans un sac de voyage? Si, justement. Et puis je suis ravi de retrouver certaines idées que nous avions eues à deux. Le fantôme d'un enfant assassiné, la dame blanche ou l'homme sans tête, par exemple. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire? Son héroïne est maintenant une orpheline pleine de courage, qu'on a trouvée dans un sac de voyage et qui fait preuve des idées les plus fantasques. Henri, c'est l'histoire de ma vie, c'est moi, Anne.